Bon, déjà bonjour à tous, et puis merci à Yannick de m'avoir invité. Je suis Sébastien Ton, je suis maître de conférence en informatique au laboratoire L6, qui est un laboratoire d'informatique, entre autres, Marseille. Et je vais prendre véritablement la suite de l'exposé de Régis, puisque je vais parler d'intelligence artificielle au service des images. Je reprends d'ailleurs aussi des images, puisque l'un des précurseurs, l'un des pères fondateurs de l'imagerie de l'intelligence artificielle, c'est Turing. Et l'intelligence artificielle, en fait, c'est le moyen de donner un comportement intelligent à des machines, à des programmes. Alors c'est quelque chose qui existe depuis les années 50 et qui a énormément évolué et qui a connu vraiment une accélération très récente. Je vous parlerai un peu de cette histoire tout à l'heure. Il y a une accélération vraiment dans les 10 dernières années. Et l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus. Bon, c'est quelque chose dont on parle depuis bien longtemps dans la littérature, dans les films. On parle d'intelligence artificielle, la première chose à laquelle on pense, c'est peut-être à Terminator, c'est peut-être à HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais il y a véritablement des utilisations très concrètes depuis bien des années, et je vous le dis depuis de manière vraiment très accélérée, très récente. Par exemple, votre téléphone est capable de faire de la reconnaissance vocale, est capable de faire de la traduction. Vous pouvez aller sur des moteurs de recherche intelligents. On parle de véhicules autonomes. On parle du jeu. On a beaucoup parlé du jeu très récemment, notamment du jeu de Go, puisqu'on disait il y a encore quelques temps que la machine avait déjà battu l'humain dans le domaine du jeu d'échecs et d'autres jeux encore, le jeu d'échecs en 97, quand Deep Blue battait Kasparov. Et on disait qu'il y avait encore un sanctuaire qui était celui du jeu de Go, qui était inaccessible à la machine parce que bien trop complexe. Et ces 2 dernières années, les plus grands joueurs mondiaux coréens et chinois ont été battus par l'intelligence artificielle, ont été battus par AlphaGo, l'intelligence artificielle développée par Google. Alors, le champ est extrêmement vaste, celui de l'intelligence artificielle. Moi, je vais me consacrer à celui de l'image. Je vais décomposer mon intervention en 3 parties. Je vais d'abord vous parler d'intelligence artificielle au sens un peu large pour voir quelles sont les techniques. Je n'entrerai pas trop dans les détails non plus. Et ensuite, je verrai plus particulièrement ce que l'on fait comme application de cette intelligence artificielle dans le domaine de l'image. Et je terminerai par un exemple, un cas très concret, qui sera celui d'une machine qui a été développée au sein du Fab Lab de l'école photo. Le Fab Lab qui est ouvert cette année, fin d'année dernière. Et cette machine qui a été développée, qui produit des images, qui génère des images, est en fait pilotée par une intelligence artificielle. Alors, pour voir un peu de quoi on parle, en fait, le but de la machine, le but des algorithmes que l'on va développer, ça va être d'essayer de reproduire le comportement du cerveau humain. Alors, comment fonctionne le cerveau humain ? Eh bien, il fonctionne au moyen de neurones. On en a environ 100 milliards. Et tous ces neurones sont interconnectés entre eux. Le neurone, c'est ceci. Il reçoit des informations via ce qu'on appelle des synapses. Il y en a énormément, il y en a environ... Non, pardon, les dendrites. Les signaux d'entrée viennent des dendrites. Vous en avez environ 7000 par neurone. Ces informations sont traitées par le corps du neurone et en fonction de l'opération qui est effectuée là-dedans, il y a un signal nerveux qui sera envoyé ou pas dans l'axone et qui sera envoyé aux autres neurones, puisque l'axone est connecté aux autres neurones via les synapses. Et ce que l'on va chercher à faire en intelligence artificielle, alors il existe toutes sortes de techniques d'intelligence artificielle. Je ne parlerai pas des techniques les plus anciennes, d'arbres de décision, ce genre de choses. Je parlerai uniquement des réseaux de neurones, puisque
c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et c'est les techniques les plus actuellement utilisées. On verra sous quelle forme. Mais en tout cas, l'outil le plus utilisé en intelligence artificielle correspond à chercher à simuler le fonctionnement du cerveau avec un réseau de neurones artificiels sous la forme d'un programme informatique. Et ce que l'on va chercher à faire, je ne rentre pas dans les détails, c'est à faire ce genre de choses. Ça, c'est un neurone informatique. Ça correspond aux neurones biologiques. Enfin, ça cherche à en simuler le fonctionnement. Si vous voulez, les dendrites, c'est ça. C'est ce qui permettra de recevoir l'information dans les neurones. Ces informations vont être traitées dans les neurones. Ça va être une somme, en fait, qui va être effectuée en combinant ici des poids affectés aux informations qui sont reçues. On en fait une somme. Et selon que cette valeur dépasse ou non un seuil, eh bien, on va envoyer une valeur de sortie qui sera traitée par le neurone suivant. Donc ça, c'est un neurone. Et en pratique, tous les neurones sont interconnectés entre eux. Alors, c'est pas forcément aussi complet que ça. Tous les neurones ne sont pas forcément interconnectés avec les neurones des couches suivantes, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Tous les petits ronds ici, ce sont des neurones. Ils reçoivent des informations en entrée, ils la traitent, et ils envoient l'information qu'ils ont produite à certains neurones des couches suivantes. En fait, on a une organisation de neurones en couches. On a quelque chose en entrée qui est traité dans les couches de neurones. Il y a ici ce qu'on appelle des couches cachées qui se trouvent à l'intérieur du système de neurones. Et enfin, on a une couche de sortie qui produit l'information. On donne quelque chose en entrée, on obtient quelque chose en sortie. Et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe depuis les années 50. Énormément de techniques ont été développées. Et depuis les années 80, grosso modo, il y a quelque chose il y a une première évolution, qui est celle du machine learning. C'est-à-dire que, Régis en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on laisse la machine complètement décider de sa manière d'interpréter les données. On lui fournit des données, et c'est elle qui va construire son réseau de manière à interpréter de la manière la plus pertinente possible ces données. On ne va pas lui apprendre à reconnaître les données. C'est elle qui va se débrouiller toute seule. C'est elle qui va extraire les caractéristiques les plus importantes. C'est ce qu'on a, le machine learning, c'est aussi ce qu'on appelle l'apprentissage automatisé. Et il y a eu une deuxième révolution en 2006, celle du deep learning, où en fait on va créer des réseaux de neurones extrêmement profonds, c'est-à-dire avec énormément de couches. Et alors en soi, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Le premier réseau de neurones dont je vais vous parler, les travaux de Rosenblatt dans les années 50, permettait déjà de créer un neurone et permettait déjà de les interconnecter entre eux. Donc en fait, Rosenblatt aurait déjà pu faire du deep learning, c'est-à-dire ce genre de choses. Donc, ça, c'est un réseau simple avec une seule couche cachée. Le deep learning, c'est ça. On a plusieurs couches cachées. Et Rosenblatt aurait pu faire ça. Mais en fait, il ne l'a pas fait pour des raisons technologiques. Les machines n'étaient pas assez puissantes à l'époque. Et il n'y avait pas assez de mémoire. Et il n'y avait pas assez de données aussi pour exploiter pour entraîner ce genre de réseau. Donc voilà, c'est... Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de réseau? Je prends ici une application qui est celle de l'image. En fait, le deep learning est intéressant lorsqu'on a énormément... lorsque les données à traiter sont très complexes. Ça peut être le cas de l'image, parce que voilà, on a beaucoup de pixels. Ça peut être le son, parce qu'on a beaucoup de fréquences. Et dans le cas de l'image, ce que l'on va faire, c'est qu'on va fournir en entrée au réseau énormément de données. Par exemple, pour lui apprendre à reconnaître les visages, on lui fournit énormément de visages. Et le réseau va s'auto-organiser de manière à reconnaître, de manière à associer les pixels, déjà, sous la forme de groupes de pixels, pour arriver à reconnaître des informations qui sont plus pertinentes que simplement les pixels. Il va apprendre à reconnaître des contours, des dégradés, des coins, des variations de contraste. Ça va être une première couche.
dans une deuxième couche, ces informations qui étaient un peu moins élémentaires que le pixel vont être agrégées de manière à reconnaître d'autres choses encore, comme par exemple les parties de visage, un œil, un nez, un sourcil, un coin de la bouche, etc., etc. Au fur et à mesure des couches, on part des informations les plus essentielles pour les agréger et apprendre à reconnaître des choses plus complexes. Et donc, après avoir entraîné ce réseau, ayant fourni énormément de données de visage, on pourra ensuite lui fournir un nouveau visage, ou en tout cas une nouvelle photo, et en l'analysant via ce réseau, en sortie, l'algorithme pourra nous dire que oui, effectivement, c'est un visage. Alors, on peut d'ailleurs entraîner le réseau avec énormément de données, pas uniquement de visage. Ça peut être des photos, oui, de visage, mais aussi des photos de chats, de chiens, d'oiseaux, de maisons, de tables, etc. Et le réseau va apprendre à reconnaître toutes ces données. Et ensuite, on pourra lui fournir une photo quelconque et l'algo pourra nous dire en sortie il s'agit d'un visage, ou il s'agit d'une table, ou il s'agit d'un oiseau. Alors, comme je vous le disais, les travaux sur les réseaux de neurones sont très anciens. Les années 50, Rosenblatt, le premier réseau de neurones artificiels, mais qui était très petit pour des questions de temps de calcul. Donc, il y a eu une révolution dans les années 2006, principalement grâce aux équipes de recherche de Hinton, de LeCun, de Benju. Vous dire un peu qui sont ces personnes. Hinton, par exemple, travaille chez Google. LeCun, qui est un Français, travaille dans le département intelligence artificielle de Facebook. Et ce qu'ils ont permis avec leurs travaux de deep learning, c'est donc de mettre au point ces réseaux très profonds qui sont capables, comme je l'ai dit, de reconnaître toutes sortes de choses. Et cette percée technologique a été due à deux choses. D'une part, la puissance de calcul, et d'autre part, des bases de données très, très complexes, très importantes, qui ont permis d'entraîner ces réseaux de neurones. D'un point de vue technique, d'ailleurs, on voit l'apparition de processeurs spécialisés dans l'intelligence artificielle. Dans votre ordinateur, vous avez le CPU, qui est le processeur principal de votre machine, mais il existe toutes sortes d'autres processeurs. Vous avez des processeurs graphiques sur la carte graphique, et vous avez aussi, nouvellement, des processeurs neuronaux qui sont capables de gérer de manière hardware les réseaux artificiels, les réseaux de neurones dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous avez des travaux des plus grands constructeurs. Vous avez Nvidia, vous avez Intel, vous avez IBM qui s'intéressent à ce genre de nouveaux processeurs. Et pour ce qui est des bases de données, c'est aussi l'avènement du big data, le fait que l'on ait des bases de données de plus en plus importantes qui font que l'on peut entraîner de manière très pertinente les réseaux. Donc il y a vraiment une percée technologique, mais on est encore loin du fonctionnement du cerveau humain que l'on cherche ultimement à égaler, voire à dépasser. Alors on n'y est pas encore, hein, puisque c'est une expérience qui est assez ancienne, puisqu'elle remonte à 2013, mais une expérience a été menée pour chercher à simuler le fonctionnement du cerveau humain uniquement avec du hardware, donc en cherchant à construire un réseau de neurones qui est autant de centaines de milliards de neurones que le cerveau humain. Et pour y arriver, il a fallu 83 000 processeurs qui ont tourné pendant 40 minutes pour simplement donner l'équivalent d'une seconde d'activité du cerveau humain. Donc voilà, on est encore loin de permettre de reproduire le comportement du cerveau humain en temps réel. Alors, quelles sont plus spécifiquement les applications de l'intelligence artificielle à l'image? J'ai cherché à les catégoriser en trois grandes parties. Et ce que je vais vous présenter, ce sont réellement les travaux les plus récents, des 3 dernières années, même les 2 dernières années. Et je vais les catégoriser en analyse d'image, en modification d'image et en création d'image. Tout ça à partir de réseaux de neurones artificiels. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, un point primordial,
pour faire en sorte qu'un réseau de neurones soit efficace, c'est l'entraînement de ce réseau de neurones. Il faut des très très grandes bases de données. Vous avez une des plus grandes bases d'images qui s'appelle ImageNet, qui a été élaborée par l'Université de Stanford, qui comporte 14 millions d'images réparties en 21 000 catégories d'images. Vous avez des catégories principales, vous avez par exemple les catégories de chiens, de chats, etc. Et chacune d'entre elles sont subdivisées, par exemple, en races de chats, de chiens, etc. Et au total, on a 21 000 catégories. Et donc on peut utiliser cette base de données, qui est en accès libre, pour entraîner des réseaux de neurones, pour ensuite chercher à reconnaître de nouvelles images. Et d'ailleurs, cette base de données, elle est utilisée. Alors, Anne parlait tout à l'heure de compétition d'algorithmes. Et bien, il y a une compétition d'algorithmes pour l'intelligence artificielle, pour chercher à reconnaître ce qui se trouve dans des images. C'est-à-dire que des chercheurs, des laboratoires de recherche, publics, privés, qui développent ce genre de technique d'intelligence artificielle, ont entraîné leur réseau à reconnaître les images qui proviennent de cette base ImageNet. Et ensuite, il y a des compétitions pour confronter ces intelligences et voir quelles sont les plus pertinentes. Alors, c'est une compétition qui existe depuis 2010, et on peut voir sur ce graphe qui représente en fait le pourcentage d'erreurs de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on donne à ces algorithmes des images, des milliers d'images, et elles doivent les reconnaître. Elles doivent dire c'est une table, c'est une chaise, c'est un humain, c'est une voiture, etc. Et donc ce que l'on a ici, en axis, c'est le pourcentage d'erreurs de reconnaissance. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'avant l'avènement du deep learning, eh bien voilà, il y avait près de 30% de déchets, 30% d'erreurs. Et depuis l'utilisation du deep learning, qui consiste donc à utiliser des réseaux avec beaucoup de couches, qui traitent de manière très fine l'information, on voit ici 8 couches, 19 couches, 22 couches, 152 couches pour l'algorithme ResNet. Et bien on peut voir que le taux d'erreur a drastiquement chuté. On arrive à 3% d'erreur, alors que l'humain, lorsqu'on demande à un humain de reconnaître les images, eh bien, ses performances sont de 5% d'erreur. La machine a dépassé l'humain pour reconnaître des images. Alors, à quoi ça sert d'utiliser l'intelligence artificielle sur des images? Eh bien, ça peut servir déjà pour de l'indexation, puisque comme avec ce genre d'algorithme, on est capable d'interpréter ce qui se trouve dans une image, de reconnaître les différents objets qui s'y trouvent, eh bien, ça peut être utile de fournir une image et d'en extraire des informations. Par exemple, pour de l'indexation. Vous utilisez Flickr, vous utilisez Instagram, vous utilisez toutes sortes de bases de données auxquelles vous fournissez des images, mais vous ne fournissez pas forcément des mots-clés. Eh bien, ce genre d'algo peut donner les mots-clés à votre place. Dans le projet que je vous présenterai tout à l'heure, issu du Fab Lab de l'ESP, on a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle qui s'appelle Clarifai, que vous pouvez tester d'ailleurs à cette adresse, puisque alors nous on l'a utilisé via une API en Python pour créer un programme qui utilise cet algorithme, mais vous pouvez aussi l'utiliser, vous pouvez vous amuser à fournir une image et avoir le résultat. Ici par exemple, sur le site de Clarifai, on peut donner une image, qui est cette image d'éléphant, cette image de savane. Alors, vous voyez, moi-même, pour la décrire, j'ai pas tellement de mots, comme ça, a priori, mais l'algorithme en aura beaucoup plus. L'algorithme est capable de voir beaucoup plus de choses que moi au premier coup d'œil. Ce que vous avez ici, c'est la liste, qui n'est pas exhaustive. Vous voyez, un ascenseur, il y a bien plus d'autres mots. Vous avez une liste des termes qui a identifié cet algorithme dans l'image, avec à côté une probabilité qui va de 0 à 1. 1, c'est le plus probable. L'algorithme est absolument sûr qu'il a reconnu tel élément dans la photo. Donc là, il est sûr qu'il a vu dans la photo des mammifères, des éléphants, même plus précisément des éléphants d'Afrique, qu'il a reconnu un troupeau, la savane, que c'est une scène de campagne, en plein air, etc. etc. Alors Régis a parlé tout à l'heure de l'utilisation pour la reconnaissance de visage.
voilà, c'est aussi une possibilité qui est exploitée notamment dans Facebook. Il y a énormément d'applications possibles en matière de sécurité, mais pas uniquement. Moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai la possibilité de voir mes images, mes photos, mais le logiciel de photos me propose aussi de voir toutes ces photos qui correspondent à telle et telle personne. Parce qu'il a interprété, il a analysé toutes les images, il a interprété dans ces images qu'il y avait des visages, et il me propose, étant donné un visage, de donner un nom. Donc voilà, je dis que sur cette photo, il y a une Bernet, par exemple. Et ensuite, il me propose toutes ces photos dans lesquelles il y a une Bernet. Une autre application encore, c'est celle de la description en langage naturel, puisque voilà, on est capable de reconnaître des objets, l'éléphant d'Afrique, la savane, mais vous avez des travaux de recherche comme celui comme le projet Telescape, de l'université de Stanford, encore une fois, qui est très actif dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a consisté à chercher à donner une description plus littéraire de ce qui est reconnu dans l'image. Là, par exemple, ce que l'on donne en entrée, donc c'est cette image, et l'algorithme va chercher à décomposer cette image en sous-parties, parce qu'il aura reconnu certaines choses, et à chercher une description littérale de ce qui s'y trouve. Alors, vous avez ici, pour chacune des parties, un cadre coloré, et ensuite, dans la description qui est donnée en dessous, vous avez, il faut repérer le texte qui porte la même couleur. Par exemple, dans cette image, l'algorithme a reconnu un cheval blanc, un homme sur un cheval. Il a détecté le fait qu'il y avait deux hommes qui chevauchaient des chevaux. Voilà, il y avait un casque qui était noir. Sur cette autre image, il a été reconnu qu'il y avait un sol qui était couvert de neige, qu'il y avait une veste avec un motif bleu et blanc, etc., etc. Autre application encore, la modération. On est capable de reconnaître des choses, on est capable de reconnaître, Régis en parlait des scènes violentes, par exemple, on peut détecter s'il y a beaucoup de mots, différents éléments qui correspondent à la nudité. Et ça a été utilisé par Facebook, enfin sur Facebook, il y a un algorithme qui est capable de reconnaître de manière automatique ce genre d'image et de les censurer. Et donc récemment, il y a une polémique sur le tableau de l'origine du monde, et aussi sur cette photo malheureusement célèbre où lors de la guerre du Vietnam, où une fillette court sur une route parce qu'elle était en hurlant parce qu'elle était brûlée au napalm. Ouais, scène qui a été interprétée comme de la pédopornographie, puisque la fillette est nue. Ouais, donc ce sont des scènes qui ont été automatiquement censurées, mais de manière absurde. Une autre utilisation encore de l'intelligence artificielle appliquée aux images, c'est dans le domaine de la médecine, puisque, toujours sur le même principe, on nourrit un neurone, on nourrit un réseau de neurones avec des photos qui correspondent à des cas cliniques, comme par exemple différentes maladies de la peau, différentes photos de tumeurs, etc. Et l'algo apprend comme ça à reconnaître sur de nouvelles photos la présence de ces tumeurs, de ces maladies de peau. Et une expérience a été menée en 2017, encore une fois par des chercheurs de l'université de Stanford, et les résultats de ce réseau de neurones sont tout à fait comparables à ceux d'experts dans le domaine, qui ont des 20 ans, 30 ans d'expérience dans ce domaine. Alors ça peut être aussi utilisé, cette intelligence artificielle et la reconnaissance d'éléments, dans le domaine de l'accessibilité. Vous avez notamment le projet Horus qui est mené par une start-up italienne, qui consiste à doter des personnes malvoyantes de ce genre de dispositif. C'est un casque avec des écouteurs et avec une caméra qui filme le monde qui environne la personne malvoyante et qui va retranscrire cet environnement qui est invisible pour le malvoyant, qui va retranscrire cette information en données audibles. Il va y avoir une synthèse vocale qui va renseigner le malvoyant et lui dire que devant lui il y a tel et tel objet,
Comme il y a de la reconnaissance faciale, ça va lui dire que devant lui, il y a Anne, il y a Yannick, il y a Régis. C'est aussi capable de reconnaître du texte et de lire le texte. Là, par exemple, cette personne qui est aveugle est en train de lire du texte avec le dispositif de caméra qui porte autour de la tête. Alors, toujours dans le domaine de l'accessibilité, Facebook a utilisé donc son algo qui est capable d'interpréter tout le contenu de vos photos et d'en retirer des mots-clés pour ensuite renseigner les pages web. En fait, quand vous naviguez sur le web, quand vous mettez des pages web, ce qui se cache derrière, c'est ce qu'on appelle du code HTML, qui ressemble à ce genre de choses. Et notamment, quand vous avez une image à l'écran sur une page web, ce qui se cache derrière, c'est une balise qui s'appelle la balise IMG, que voici. Vous avez le nom du fichier. Ici, vous avez le nom du fichier JPEG qui est affiché. Et vous avez la possibilité d'avoir un attribut pour cette balise, qui s'appelle l'attribut alt, dans lequel on a un texte alternatif qui sert à deux choses. Qui sert à trois choses. Qui sert pour les moteurs de recherche, qui sert aussi, si l'image n'a pas pu être affichée, pour une raison ou une autre, c'est ce texte-là qui sera affiché sur la page. Et troisième chose, ça sert aussi justement pour les personnes malvoyantes, parce que c'est un texte qui sera lu par le navigateur web si on utilise de la synthèse vocale. Et ce qui est fait à Facebook, c'est que ce champ alt est rempli par des mots qui sont automatiquement détectés dans l'image. Donc la personne malvoyante aura donc une synthèse vocale qui va lire tout le texte de la page web, et lorsque le navigateur va arriver à une image, ce qui va être lu, c'est ce texte alternatif qui décrira l'image. Un projet récent, qui est un projet Kickstarter de 2017, qui vise à permettre un paramétrage automatique d'un réflexe, en l'occurrence, à partir de données extraites dans l'image. Vous avez un réflexe sur lequel est posé un petit dispositif, le petit boîtier là, au sommet du réflexe, le boîtier qui peut communiquer avec un smartphone, et ce boîtier contient toute une intelligence qui va récupérer donc, en permanence ce qui est filmé par l'appareil photo, et ça va analyser cette image, et ça va confronter des données qui sont extraites de cette image à toute une banque d'images, et auxquelles sont associés des paramètres d'ouverture, des paramètres de focale, des paramètres de balance des plans, etc. Et l'idée, c'est de paramétrer de manière complètement automatique l'appareil photo à votre place. Si quelqu'un n'est pas familier avec un téléphone, avec un appareil photo, en général, il mettra la position tout automatique, pas forcément la plus pertinente. Et l'idée de ce projet, c'est de chercher à donner les paramètres les plus pertinents via une intelligence artificielle. Donc ça, c'était toute une partie sur l'analyse d'images, ce qu'il est possible de faire avec ça. Il est aussi possible de modifier des images, puisque comme un algorithme d'intelligence artificielle est capable d'analyser ce qui se trouve dans une image et de le traduire sous la forme d'un réseau de neurones, il est aussi possible de modifier l'image donnée en entrée. Par exemple, faire du transfert de style. Ici, c'est la source, une photo urbaine. Ici, une image de référence qui contient d'autres caractéristiques, et l'algorithme sera capable de retranscrire ces caractéristiques de la nouvelle image sur la première, et de donner une espèce d'image composite. C'est la même idée avec cet autre travail de l'université de Berkeley, qui est réversible, c'est-à-dire qu'on peut avoir une image, en obtenir une autre, et à partir de cette deuxième image, pourtant revenir en arrière. Donc ce qui est montré, c'est comment, par exemple, passer d'un tableau à une photo, et réciproquement, à partir d'une photo, d'obtenir un tableau. Vous pouvez donner un tableau de grand maître, et en sortie obtenir une photo.
pouvez transformer des chevaux en zèbres ou réciproquement. Il est aussi possible d'améliorer la qualité d'image. Donc ça, c'est un travail qui est tout récent de Google, où ce qui est donné en entrée, c'est simplement ce qu'il y a ici sur la première colonne. C'est simplement une image qui est extrêmement sous-échantillonnée. En l'occurrence, elle forme 8 par 8 pixels. Et c'est ce que l'on donne au réseau de neurones, qui a été entraîné avec des millions de photos de visage. Et cet algorithme va chercher à redonner du détail à ces images très basiques de 8 par 8 pixels, de manière à obtenir des images qui font 32 par 32 pixels, donc c'est pas énorme, mais on peut déjà beaucoup mieux reconnaître le visage. Et ici, complètement à droite, ce que vous avez, c'est l'image véritable. Et on peut constater que l'algorithme de reconstruction de visage donne des résultats qui sont assez proches. Donc, on se moque depuis des années de séries télé ou de films où vous avez des experts qui, à partir d'une image extrêmement sous-échantillonnée, est capable pourtant de la reconstituer avec une résolution énorme. Et bien on y est. Presque. D'autres travaux encore, la colorisation de photos anciennes. Vous donnez une photo en noir et blanc. L'algorithme de réseau neuronal a été entraîné pour reconnaître des arbres, de l'herbe, de la neige, de la roche, etc. Et avec des couleurs associées à tous ces éléments. Et donc, en donnant une photo en niveau de gris, l'algorithme est capable de lui redonner de la couleur. En plus d'analyser ou de modifier des images, l'algorithme est maintenant complètement capable de créer de nouvelles images. Ce que vous avez ici, c'est des visages artificiels. Le réseau a été entraîné avec des photos de célébrités. Et ce que vous avez ici, ce sont des visages de fausses célébrités, de célébrités imaginaires qui ont été complètement générées de manière complètement artificielle à partir d'éléments pris dans des photos. Et pour en terminer un peu avec ce qu'il est possible de faire avec des réseaux neuronaux, il est possible de faire vraiment ce qu'on appelle de l'art algorithmique. Alors qu'on peut faire avec toutes sortes d'autres techniques, mais qu'on peut faire aussi avec des réseaux de neurones qui permettent d'obtenir ce genre de choses. Alors on peut partir d'une photo, par exemple, et lui appliquer des styles qui auront été inspirés de l'analyse de tableaux de grands maîtres. Et on peut faire des choses aussi extrêmement psychédéliques, extrêmement hallucinogènes. Ça, ce sont des travaux de 2015 de Google. C'est Deep Dream, qui vient en fait de bugs. En fait, il voulait faire toute autre chose, puis s'implanter, une heure hasard, c'est un peu laissé en dépité. Ce qui est fait, alors c'est un travail qui est basé sur les pareidolies, qui est un fonctionnement du cerveau, qui est que votre cerveau, il est extrêmement structuré. Au fur et à mesure du temps, votre cerveau est entraîné à reconnaître des choses, principalement des visages. Et c'est pour ça que vous voyez des visages un peu partout. Vous voyez des visages dans la nature, dans la forme d'un rocher, dans la forme du feuillage d'un arbre. Vous voyez des éléments là où ils n'y sont pas. Et ce travail, en fait, ça consistait à remplacer des parties qui ne sont pas forcément très distinctes par des parties que vous connaissez beaucoup mieux, par des visages, par des éléments qui viennent de chiens, etc. Et on arrive à des choses qui sont très surprenantes, un peu sous-LSD, et voilà, où des éléments de l'image ont été remplacés par d'autres. Alors c'est pas forcément très... mais j'essaie d'approcher peut-être. Bon. Et nous, dans les Fab Labs de l'NSP, on s'est un peu intéressé à ce genre de choses, on s'est un peu intéressé à tout cela. Alors, le Fab Lab de l'UNSP, il a été ouvert en 2016, hein, sous l'égide de Yannick Vernet. Et donc c'est un lieu qui se trouve ici, dans l'école, auquel participent des étudiants, des artistes, des photographes, des mécaniciens, des électriciens, des informaticiens. Et l'intérêt de faire venir toutes ces personnes, c'est de confronter
tout leur savoir-faire, pour arriver à faire des projets que chacun individuellement ne pourrait pas mener à bien. Moi, j'ai des compétences en informatique, je ne suis pas artiste, je ne suis pas photographe, je suis un peu électronicien, mais je ne suis pas mécanicien. Voilà. Donc en associant toutes ces compétences, on est parvenu à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et le premier projet que l'on a développé cette année au FabLab a consisté à réaliser une machine, un robot autonome, qui se déplace de manière autonome, qui prend des photos de manière autonome, et qui, à partir de ces photos, va générer des nouvelles images. Et pour cela, on s'est basé sur le deep learning. Alors, le robot en question, on le voit là. Bon, il est un peu étrange. Son design a beaucoup évolué au cours du temps. On n'a pas tellement réfléchi au design, à vrai dire. On s'est dit qu'on le ferait, mais finalement, on n'a pas fait. Donc, c'est une machine qui est dotée de plusieurs moteurs, qui peut avancer toute seule. Il y a des batteries un peu partout. Et il y a aussi 3 cerveaux, une sorte de pieuvre. 3 cerveaux qui sont chargés de gérer les différents capteurs de ce robot, puisqu'il y a des capteurs de proximité, il y a un GPS, il y a des moteurs qui permettent de faire avancer les roues, qui permettent de faire avancer, qui permettent de faire tourner une roue de direction. Il y a un bras articulé avec 6 cerveaux moteurs. Et tout cela, et le cerveau principal se trouve ici. C'est un micro-ordinateur qu'on appelle un Raspberry Pi. Les 2 autres ici, c'est ce qu'on appelle des Arduino, ce sont des microcontrôleurs. Et toute l'intelligence principale se trouve concentrée là-dedans. Alors le robot un peu en action. Un peu en action, le voilà. Sortant de l'MSP, une allure de sénateur, puisque on a fait en sorte que ce n'est pas plus vite que quelqu'un qui marche, enfin, tout à fait tranquille. C'est un robot qui déambule en fait, qui observe le monde qui l'entoure et qui l'observe, qui l'analyse, qui va en tirer de renseignements. Donc la caméra se trouve au bout du bras, ici. Vous avez cette petite caméra, c'est vraiment une toute petite caméra. Le capteur, voilà, il fait 2 cm par 2 cm, c'est vraiment minuscule. Et les informations de cet appareil photo sont envoyées à l'ordinateur principal, au Raspberry Pi, qui va les traiter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec tout cela ? Eh bien, donc le robot va prendre une photo, il va envoyer cette photo à un algorithme de deep learning. En l'occurrence, on a utilisé Clarifai, qui est un web service. C'est-à-dire qu'on lui envoie une photo par l'intermédiaire d'un script dans un langage de programmation, en l'occurrence du Python. Voici un bout du code qui permet de faire ça. Et cet algorithme va nous envoyer en sortie une liste des mots-clés qu'il va interpréter dans cette image, avec une probabilité associée à ces mots-clés. Donc là, par exemple, on a reçu une trentaine de mots-clés qui sont ceux-là, pour l'image que je vous ai montrée juste avant. Architecture, ville, voyage, bâtiment, rue, tourisme. Et pour chacun d'entre eux, donc, une probabilité. Voilà, donc il est très sûr qu'il y a de l'architecture, parce que c'est vraiment très proche de 1, qui est le niveau maximal. Il est sûr qu'il y a du monde, que c'est en plein air, etc. Et à ce stade-là, il y en avait plus loin ensuite, mais à ce stade-là, on a eu une première idée qui a consisté à mélanger ces mots-clés que l'on a obtenus avec une image qui a été photographiée. Donc voilà ce qu'ont donné les tout premiers résultats. Une espèce de nuage de mots-clés superposés à la photo à laquelle on a appliqué différents traitements, noir et blanc, augmentation de contraste, etc. Et d'ailleurs, à cet algorithme, indépendamment du robot, on peut fournir n'importe quelle image. Les images ne sont pas forcément celles qui proviennent de la caméra du robot. Donc on lui a fourni d'autres images pour tester un peu ce genre d'image, dans laquelle l'algorithme a vu qu'il s'agissait
d'une scène où il y a de l'eau, du soleil, une chaise, un hôtel, il y a des parasols. Ça lui inspire une scène de vacances. Pour lui, c'est en été. Sur cette autre image encore, eh bien, c'est une scène de festival où il y a des musiciens, où il y a un guitariste, une performance, des instruments à cordes, il y a de la musique, et une guitare électrique. C'est un concert. Mais on est allé plus loin, finalement, que simplement ces premiers résultats. Et ce que l'on a décidé, c'est de dire que, finalement, la machine, elle interprète le monde qui l'entoure, elle analyse, elle en retire certaines choses, certains mots-clés, et ça lui évoque d'autres sensations, ça lui évoque d'autres souvenirs. Donc en fait, dans ces 30 mots-clés que l'on reçoit, on en retient au hasard 5, on aurait pu en retenir plus ou moins, et ces 5 mots-clés vont lui inspirer d'autres choses. Et pour interroger sa mémoire, en fait, on a interrogé une banque d'images que partagent tous les ordinateurs, puisque cette banque d'images, c'est Google Images. Et on a utilisé ces 5 mots-clés qu'on a reçus comme requête auprès de Google Images. Et Google Images nous ressort toute une série d'images qui correspondent à ces 5 mots-clés. Et dans toute cette série d'images, on en retient à nouveau 5. On aurait pu en retenir un nombre différent, mais voilà, on en retient peu. Et ces 5 images du retour de Google, on les mélange à la photo d'origine. Donc ça nous donne des scènes un peu surréalistes. Là, par exemple, la photo originale se trouvait dans la cour de l'école, juste ici. Et l'algorithme nous avait donné 30 mots-clés, parmi lesquels on a retenu au hasard 5, qui étaient ceux-là. Des gens, un paysage, le fait que c'est en extérieur, le fait qu'il y a un homme, bon, puis le business. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont ressorti ça. Enfin, bref. En tout cas, ce sont les 5 mots-clés qu'on a donnés à Google Images, qui nous a donné donc, 5 photos qu'on a mélangées. Et ensuite, c'est cette photo finale, cette composition, notre robot l'a envoyé complètement automatisé sur Twitter, accompagné des 5 mots-clés que l'on avait retenus. Donc, au fur et à mesure de sa déambulation, la machine prend des photos, l'interprète, rêve, et envoie cette photo composite sur Twitter. Donc voilà, ça c'est notre postulat pour notre machine. Et voici quelques exemples de résultats. Donc ça c'est l'image qui a inspiré à notre robot le fait que dans la photo originale, il a détecté le mot-clé extérieur, marathon, parce qu'il y avait beaucoup de gens avec des chaussures de sport. Voilà, il a détecté le fait qu'il s'agissait d'enfants. Il a reconnu des pieds et jambes d'enfants. Voilà, une scène de portrait en extérieur. Voilà, on a des choses qui sont très étranges, très surprenantes. Parfois, on a du mal à reconnaître le fait qu'il y a des éléments virtuels qui sont insérés dans l'image de base. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que là par exemple, lorsqu'on travaillait dans le Fab Lab, la caméra était orientée vers le plafond et filmait en permanence le faux plafond avec un néon. Et pourtant cette image est extrêmement sans signification, puisqu'elle était quasiment monochrome, voilà, au niveau de gris, très contrasté avec ce néon. Ça a pourtant inspiré des choses à notre robot. Et il y avait quelque chose d'abstrait, de l'énergie, du monochrome. Voilà, donc, bon, c'est un projet qui est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire, d'abord beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque ce que l'on cherche avant de le faire, c'est à le réfléchir, à trouver des idées, à faire penser des choses à la machine, à lui faire dire des choses. Outre le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le déplacement lui-même du robot, le déplacement peut-être plus intelligent. Il y a aussi toute une réflexion sur l'image à mener.
toute une réflexion notamment sur qu'est-ce qui peut être intéressant pour un robot à un moment donné. Qu'est-ce qui peut lui faire dire, lui faire penser que là, tout de suite, cette scène est intéressante, je vais prendre une photo. Il y a une sorte d'autre intelligence artificielle à trouver, à expérimenter, pour donner du sens à l'acte de prendre une photo, d'appuyer sur un bouton, de l'avoir du robot. Voilà, donc, pour conclure très rapidement sur le deep learning, on a l'impression que c'est quelque chose qui est presque magique, ou en tout cas qui permet à la machine d'avoir vraiment une intelligence. Alors en fait, on n'en est pas véritablement là. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur des très très grosses bases de données. Et l'ordinateur apprend à reconnaître des choses et apprend à les interpréter, faire des choses en sortie. On a l'impression d'une intelligence, mais on n'y est pas encore. C'est vraiment une analyse très statistique pour le moment. Alors certains en ont peur. Vous avez pourtant des très grands scientifiques comme Stephen Hawking ou des très grands industriels comme Elon Musk qui est à la tête de Tesla, de SpaceX, de Tesla. Et donc, ce sont des gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et qui mettent quand même en garde. Alors, effectivement, il faut faire attention aux utilisations que l'on en fait. Alors, certains d'entre eux, comme Kurzweil par exemple, sont beaucoup plus alarmistes, puisque eux prétendent qu'il va se produire une singularité qui est que, dans très peu d'années, cette intelligence artificielle qui évolue va atteindre un niveau, une singularité, où finalement, les progrès vont devenir exponentiels. Brutalement, l'intelligence va devenir de plus en plus intelligente parce qu'elle va s'auto-améliorer. Et il va y avoir un pont technologique qui fait que cette intelligence ne fera que croître, va dépasser l'intelligence humaine. Et à ce moment-là, attention. Voilà, on se pose aussi des questions d'éthique, de morale. Vous avez des travaux qui ont été menés cette année par des chercheurs, on se demande un peu ce qu'ils leur ont appris, mais qui ont nourri un réseau de neurones avec des milliers de photos de visages de personnes homosexuelles, de manière à pouvoir ensuite donner n'importe quelle photo et dire si cette personne est homosexuelle. Bon, il y a des choses qu'il faut pas faire. Et après, on peut aussi réfléchir sur la morale, chercher à inculquer une certaine morale dans la machine. Mais c'est le travail de l'être humain que de lui inculquer cette morale. Et vous avez un travail qui a été mené par le MIT assez récemment sur une certaine morale à donner aux véhicules autonomes. Vous avez, Régis en parlait, des véhicules autonomes qui se déplacent de manière complètement libre. C'est une intelligence artificielle qui conduit, qui fait attention à tout ce qui l'entoure. Ces voitures sont bardées de capteurs, de proximité, de caméras, etc., pour chercher à ne pas entrer en collision. Mais parfois la collision est inévitable, parce que la voiture se déplace trop vite, que quelque chose survient. Et l'intelligence doit faire un choix. Et vous avez une expérience qui a été menée par les MIT. Vous avez un site web sur lequel vous pouvez aller, j'ai mis l'adresse, où vous avez plusieurs scénarios qui sont proposés, plusieurs cas de figure, et vous devez dire, vous, ce que la machine devrait faire. Et ça permet d'alimenter la machine. Là, par exemple, vous avez la voiture qui fonce, qui ne peut pas s'arrêter, et vous avez deux possibilités. Soit vous dites qu'elle doit aller continuer, elle doit poursuivre sa route tout droit, et à ce moment-là, elle va tuer 3 personnes. Ou bien, elle doit braquer, à ce moment-là, elle va foncer dans le mur, et à ce moment-là, la personne qui va tuer, c'est le conducteur. Donc voilà, l'intelligence artificielle doit faire un choix entre tuer des gens ou tuer le conducteur. Et vous avez plusieurs cas de figure selon que les personnes qui traversent sont des enfants, ou des personnes âgées, ou des combinaisons de tout ça. Voilà, bon, je conclue là-dessus. L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui existe depuis les années 50, qui évolue en permanence. Il y a un pont technologique qui a été atteint en 2006, et depuis ça ne fait qu'augmenter.
Voilà, je vous remercie.